Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio dans la salle de gym de l'hôtel à Rome. Je suis à Rome pour le lancement de Rue Barbare. Pour ceux qui connaissent, voici la gare de Rome et l'hôtel est désespérément vide. La ville est désespérément vide. C'est déprimant. Moi qui adore Rome, comme vous le savez, c'est la ville que je préfère au monde. Euh, voilà, donc je suis à l'hôtel. Vide, il y a genre 3 personnes. C'est une économie désastrée et désastreuse. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour ma série de vidéos après le virus. Je ne sais plus quel est le numéro, peut-être 20, peut-être 19, peut-être 21. C'est pas grave, j'irai vérifier quand je la mettrai en ligne. Alors, je m'adresse surtout à vous autres sur Patreon. Euh, Après le virus. Eh bien, après le virus, même s'il n'y a plus de virus, il y aura encore des mesures contre les virus. Et là, on en a parlé tout au long du printemps et de l'été. Là, l'incompétence des dirigeants n'est plus crédible. C'est-à-dire que n'importe quel médecin de pacotille, n'importe quelle personne qui a un cerveau qui fonctionne, se rend compte qu'il n'y a plus de mort. Se rend compte que, bien sûr, on teste la population et donc, bien sûr, il y a de plus en plus de cas, mais il n'y a pas de mort. De manière infime et de toute façon des morts qui devaient de toute façon mourir. Alors, autant on peut encore comprendre qu'on essaye de limiter l'exposition des personnes fragiles et âgées, notamment peut-être immunodépressives à tout virus, pas forcément celui-ci de cette année. Autant les mesures qui sont en train de se remettre en place. En Suisse, il y a des rumeurs que le confinement reprend de manière assez stricte à partir en gros, 1er novembre. Alors qu'il n'y a pas de mort. Et toute personne qui comprend un tout petit peu les infections comprend que lorsque vous avez ce genre de problématique, lorsque vous avez un virus qui est relativement bénin, autant que tout le monde le chope, comme une grippe, que ça passe vite. On protège, comme je l'ai dit, les personnes âgées, les personnes vraiment fragiles, quelques milliers par-ci par-là. Évidemment, quand on s'approche d'elles, on n'y va pas en leur éternuant dessus, mais le reste de la population, qu'elle continue à vivre normalement pour le bien de tous. Car on doit se rendre compte qu'une dépression économique, et j'ai quand même écrit un bouquin dessus, donc je me rends compte des impacts. Une dépression lourde économique, elle crée beaucoup plus de morts qu'un virus qui tue pratiquement personne. Parce que dans une dépression, vous avez du chômage, dans une dépression, vous avez des crises individuelles, vous avez donc des suicides, vous avez des niveaux de maladies qui augmentent. Et en plus, par ailleurs, cette année, nous voyons un phénomène assez étonnant où, du fait d'avoir confiné les gens, du fait d'avoir annulé énormément de procédures chirurgicales et d'interventions médicales auprès d'une grande partie de la population, nous avons créé des retards, nous avons énormément de pathologies qui se sont empirées pendant cette période parce que les gens n'ont pas été soignés comme ils auraient pu. Beaucoup de gens ont eu peur d'aller à l'hôpital et leur cas s'est empiré. Et vous savez, lorsque vous traitez un cancer du sein en début de pathologie, bah, peut-être que vous en sortez assez bien et avec des chances statistiquement élevées. Si vous attendez, les chances baissent drastiquement. C'est comme une femme pour avoir des enfants. À 20 ans, ça vient tout seul. À partir de 30-35 ans, c'est plus compliqué d'avoir des enfants. L'image n'est peut-être pas du tout liée avec le virus, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Alors, si ce n'est pas de l'incompétence, parce que n'importe quel politicien doit pouvoir comprendre un raisonnement aussi simple, il y a 2 cas de figure. Soit il y a quelque chose de très très grave qu'on essaye de nous cacher. C'était un des scénarios possibles et auquel on ne peut pas avoir de réponse, puisque si on veut nous cacher que, par exemple, je sais pas, une immense catastrophe à l'échelle planétaire est en train d'arriver et que plutôt que de mettre la population en panique, on fait par un jeu de prestidigitation, on attire son attention sur un petit problème. Bon, ça c'est un scénario possible.
Ça me paraît difficile et peu probant. En revanche, le scénario dont les rumeurs commencent à venir par plusieurs sources, et je sais que parmi vous, il y en a aussi qui en écoutent, eh bien, c'est que certes, on a essayé de faire ce virus pour, enfin, on a essayé d'amplifier la crise pour embêter, pour énerver la population, pour donner la faute au président Trump et éviter sa réélection. Tout ça, c'est probablement du bonus. Certes, il y a eu des lobbies qui ont bien profité et qui ont essayé d'avancer leur agenda, alors qui dans la sécurité, la surveillance, qui dans la pharmaceutique, les vaccins, etc. Tout ça, c'est bien possible. Tout ça, c'est très probable même. Mais il y a aussi un autre scénario qui me paraît de plus en plus sérieux à étudier. C'est le scénario dont parle dans cette vidéo qui a fait bientôt 1 million de vues de Pierre Hillard sur TV Liberté, où il nous parle de reset et de contrôle de la population par la terreur médicale, et que c'est un plan qui est mis en place depuis très longtemps et que ce virus a été utilisé à dessein ou par opportunisme pour aller dans ce sens. Eh bien, en gros, ça pourrait aussi coïncider, donc ce scénario-là de prise de contrôle des élites globalistes du monde pourrait coïncider avec la prise de conscience que, alors ont-ils lu mon livre, ou ont-ils un cerveau qui fonctionne? Je pense qu'ils ont un cerveau qui fonctionne, il est fou, mais il fonctionne. Et ils se sont rendus compte que les, euh, les ressources sont en train de disparaître. Il y a une population nombreuse dans le monde. Cette population, particulièrement celle européenne, est une population qui pourrait se réveiller contre eux parce qu'elle réfléchit. Et que donc, dans ce grand jeu global, il faut, d'une part, mettre en fait dans un zoo la population et la rendre docile et quoi de mieux qu'un des confinements répétés pour briser son moral? Quoi de mieux que de détruire les petites et moyennes entreprises pour créer du chômage de masse et rendre l'ensemble de la population dépendant? On parle de plus en plus de ce revenu universel, ou parce qu'on va donner des broutilles, des cacahuètes, des miettes à la population pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins de base. Mais après, c'est fini, l'indépendance, la liberté, le libre choix, c'est quand quelqu'un te donne de quoi vivre tous les mois, tu es dépendant de lui, et donc tu ne te révolteras jamais, et tu obéiras à tout ce qu'il veut. Et je pense bien que c'est ça l'idée. Vous savez, Trotsky disait que si une population est entièrement dépendante de l'État, elle ne se rébellera pas contre l'État. Et l'État n'est qu'un outil des globalistes. L'État, qu'il soit national ou supranational, n'est qu'un instrument. C'est un instrument corrompu, c'est un instrument corrupteur, c'est un instrument, justement, c'est un instrument inefficace, c'est un instrument qui gaspille, mais c'est un instrument extrêmement puissant parce que si tu ne payes pas tes impôts, par exemple, on va très vite t'expliquer que l'alternative, c'est qu'on vienne chez toi, qu'on t'embarque en prison, qu'on prenne tes biens de force de toute façon, et si tu résistes, on va te flinguer. Il ne faut pas oublier que l'État, in fine, il veut ta mort. Enfin, je veux dire, si tu obéis pas, il te tue. C'est pas juste la liberté, la fraternité, l'égalité, toutes ces conneries. L'État, si tu fais pas ce qu'il veut, il te tue. Enfin, faut bien se rendre compte du truc. Tu peux pas juste dire non, je reste chez moi et là, il n'y a pas de légitime défense et tout. Hein. Les mecs, ils envoient les groupes d'intervention parce qu'ils te disent non, non, le mec, il est armé, il veut pas payer ses impôts, on va le choper. Et toi, tu dis non, si tu rentres chez toi, si tu rentres chez moi, je suis en légitime défense. Et les mecs, ils rentrent quand même. Et comme tu es en légitime défense et que tu te défends, ils te tuent. Ok? Donc là, il y a un vrai problème. C'est pour ça que l'État doit, enfin, dans l'idéal, devrait ne pas exister. Je ne dis pas que la nation ne doit pas exister, mais je parle de l'État. Enfin bref, c'est une longue discussion, c'est pas le sujet du jour. Mais cette mise sous le contrôle, cette mise sous tutelle de la population n'est qu'une étape, forcément. Parce qu'à partir du moment où vous avez, alors évidemment, les gens qui ont des métiers qui sont considérés utiles, bah, eux, ils vont continuer. Et il y a même des gens qui vont tirer leur épingle du jeu de la situation. Mais si vous avez 50% de la population qui n'a absolument plus aucun moyen de travailler parce qu'il n'y a plus rien,
Alors déjà, avantage 1, c'est que elle consommera beaucoup moins de ressources. Avantage 2, elle sera voilà, plus ou moins confinée, plus ou moins. Alors de temps en temps, on la laissera sortir pour dire voilà, maintenant pendant 2 mois, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de trucs. Alors il y a des rumeurs comme quoi on nous prépare des virus 21, des Covid 21. Parce que tant qu'on gagne, on joue. Donc c'est possible qu'ils vont nous sortir les virus mutent, donc il y aura forcément un coronavirus nouveau l'année prochaine. Il fera probablement pas plus de dégâts que celui-ci. Et donc, ils vont dire attention, un nouveau. Et donc, troisième vague, quatrième vague, cinquantième vague, centième vague. Chaque année, il y en a au moins une ou deux. Donc, donc ils vont nous niquer. Ils vont essayer de nous niquer, c'est clair. Je pense que c'est dans nous sommes entrés. Je ne m'attendais pas à ça, franchement, je n'y attendais pas. Et ce que je redoute, petite pub d'ailleurs, ce que je redoute, c'est que dans tout ce bordel, il y ait un jour un vrai virus, un vrai truc qui fait mal. Et là, il faut quand même se préparer. Alors, je ne vais pas vous faire la pub de NRBC ce coup-ci, mais sachez que Chris Millennium, qui était le co-auteur de NRBC, vient de sortir un livre qui est spécifiquement lié au virus, aux bactéries, aux pandémies. Et donc, à comment se préparer spécifiquement à ça. Donc, en fait, il a ajouté une grande partie de son savoir. Rappelez-vous, c'était l'ancien patron de la cellule NRBC du GIGN en France, unité réputée et compétente, très réputée dans le monde entier pour avoir de fortes compétences dans ce domaine, et donc qui va plus loin, beaucoup plus loin que ce qu'on explique dans NRBC, particulièrement dans le cas de la gestion évidemment individuelle des pandémies. Donc ce livre, vous le trouvez sur Culture et Racines, mais vous le trouvez aussi sur Amazon, et il est disponible pour commander dans les librairies. Il sera disponible physiquement à partir de fin octobre, donc on y est. Puisque je vous écris aujourd'hui le 17 octobre. Je vous fais cette petite vidéo le 17 octobre. Et donc, nous sommes face à ouais, un vrai problème. Et j'allais dire, deuxième vague dans la gestion de la population qu'on a réduit à l'esclavage, enfin, aux eaux, dans leur appartement, etc. La deuxième phase, c'est que si et puis évidemment, tous les récalcitrants vont être ciblés. Euh, Ça peut être le plan, ça ne veut pas dire que ça arrive. Hein. Puis c'est une hypothèse. C'est une hypothèse sur laquelle il y a des indices qui commencent à être assez forts, mais ça peut se jouer d'autres manières. Et évidemment, ça se joue d'une manière différente d'un pays à l'autre. Vous savez, il y a des pays qui sont déjà bien tenus, mais qui sont beaucoup plus libres, comme les pays de l'Est, la Russie, etc. Il y a des pays qui sont très avancés dans la domestication, la zoofication de la population et même l'ensauvagement d'une partie de celle-ci, comme la France, l'Angleterre et de plus en plus, je vois avec étonnement les États-Unis. Et puis voilà, la deuxième phase, c'est de dire, à partir du moment où on a un certain pourcentage de la population qui ne sert à rien, pourquoi se faire chier à lui payer carrément un revenu universel? On n'a qu'à petit à petit faire en sorte qu'elle disparaisse. Alors à long terme, ça se fait, puisque des gens qui sont isolés chez eux ne peuvent pas se rencontrer, ils dépriment, ils passent leur journée devant des écrans, ils deviennent complètement flagada, ils ne vont pas se reproduire, ils vont disparaître. Mais ça peut être plus rapide. À voir, je ne sais pas. Là, on rentre dans de la science-fiction, mais vous savez, ces gens intelligents sont fous qui dirigent le monde. Donc, ils sont capables de se dire, pour des raisons millénaristes, pour des raisons religieuses, il faut faire du sacrifice humain. Enfin, moi, j'exclus plus des trucs comme ça maintenant. Alors, c'est pas du sacrifice humain avec des mecs cagoulés. Ça, ils le font déjà. Allez voir les trucs qui sont en train de sortir sur ce que faisaient les Clinton et Obama aux États-Unis. C'est en train de sortir. Et putain, la vache, moi, j'ai une imagination fertile, mais j'imagine pas des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est chaud. C'est chaud. On sent l'économie partout qui va pas. On sent en plus que les gens s'énervent facilement entre les gens qui disent ah, vous avez mal mis votre masque. Surtout des filles, hein, c'est des femmes, hein, c'est des Karen, ça. J'en ai une l'autre jour dans l'avion. T'as pas mis ton masque correctement? Je dis oui, madame. Je le remets, pas de problème. Non, non, mais c'est important. Oui, madame, je ne veux même pas discuter, je le remets bien. Oui, j'obéis. Mein Führer.
Et entre ça et les gens qui, en fait, n'arrivent plus à voir l'expression faciale. Vous savez, l'être humain, on est programmé pour très vite lire l'expression faciale des gens. Et comme bah, ça fait pas très longtemps, d'un point de vue évolutionnaire, que nous sommes dans des villes, voir des gens dans des villes de manière aussi nombreuse, en réalité, c'est extrêmement stressant pour l'être humain. Mais comme la plupart des gens sont paisibles et ne vous en veulent pas, sauf qui on sait, mais eh bien, lorsque vous les voyez, vous voyez dans l'expression faciale qu'il y a une neutralité ou une bienveillance ou carrément ou de l'ignorance par rapport à vous, et donc votre cerveau, il n'interprète pas ça comme un danger. À partir du moment où tous les gens que vous croisez ont une grande partie du visage euh, qui est cachée, déjà, vous voyez que les gens, ils vous fixent beaucoup plus longtemps. D'habitude, le regard se croise et repart. Là, vous voyez que les gens, ils se fixent et tu sens que c'est instinctif. Tu sens que, puisque tu ne vois pas le langage corporel, qui est 80% de la communication, hein, puisque tu ne vois pas le langage facial, tu fixes les yeux et là, tu essaies de comprendre. Mais c'est dur. Alors, tu fixes longtemps. Alors, c'est excellent pour la drague parce que ça permet de fixer. Tu vois qu'il y a des femmes qui te fixent beaucoup plus longtemps. Et donc, à ce moment-là, en fait, tu peux entrer en communication beaucoup plus facilement que d'habitude. Mais ça reste, pour l'ensemble des gens, extrêmement stressant parce qu'en fait, tu es dans l'inconnu, tu sais pas. Et donc, en fin de journée, après avoir croisé 50 personnes, 100 personnes, 5000 personnes dans la rue, dans les métros, dans les transports, dans les machins, tu es épuisé parce que ton cerveau, il a travaillé constamment à identifier des ennemis. Et il n'a pas été rassuré très facilement à chaque fois. Et donc, ton niveau de stress est très élevé en réalité. Tu ne te rends peut-être pas compte. Ce serait intéressant de faire des études, comparer les gens qui se rencontrent sans masque et les gens qui se rencontrent avec des masques et de voir les niveaux de cortisol dans le sang, les niveaux de l'hormone du stress liés à ça. Donc, très, très intéressant à voir. Bon, on sent la tension, on sent que les gens s'énervent, on sent que les gens qui, en plus, à juste titre, craignent de perdre leur emploi, leur métier. Le, le moment est de plus en plus important, le moment est venu de plus en plus, comme je l'ai fait dans la lettre d'information que j'ai envoyée. Si vous n'êtes pas inscrit, vous allez sur mon site web, vous inscrivez votre email, ça permet de vous communiquer si les réseaux tombent, ça vous permet de vous communiquer des alertes si je pense que c'est le moment. Je l'ai fait qu'une fois cette année, hein, en début février, en disant alerte, il va se passer un truc autour de ce confinement, peut-être pas. À l'époque, on ne parlait pas de confinement du virus, donc je dis voilà ce qu'il faut faire assez vite. Je viens d'en faire une qui vous explique comment vous préparer pour l'hiver qui arrive, qui est là. Donc n'hésitez pas à aller sur cette lettre d'information. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Et puis, c'est le moment de se préparer à ces phases difficiles parce que tout plan est très joli et il fonctionne parfaitement en théorie et sur papier, mais à partir du moment où vous l'appliquez, il y a des résistances, il y a des erreurs de transcription des ordres, il y a des, des difficultés à le mettre en place et à ce qu'il se passe correctement. Et donc, vous pouvez avoir des dysfonctionnements, vous pouvez avoir des surprises, vous pouvez avoir des signes noirs, vous pouvez avoir des choses qui font que ça dérape. Et un État qui est quand même fragile, qui voit les choses déraper, pourrait déclencher des plans annexes, comme par exemple lâcher les fauves sur la population, ou par exemple euh, devenir extrêmement totalitaire sur certains points sur lesquels aujourd'hui il ne l'est pas encore. Et donc, encore une fois, la question qui nous revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Alors moi, j'écris des bouquins là-dessus, mais c'est vrai que en résumé, si on veut résumer, c'est subvenir à vos besoins par vous-même de manière basique. Et donc, quand je parle de besoins, c'est pas aller en vacances ou c'est votre eau, votre nourriture, votre capacité à vous soigner, être en bonne santé, votre capacité à avoir des compétences et des connaissances qui vous permettent de continuer à faire quelque chose et subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille ou de vos proches. Avoir la capacité à vous défendre et un réseau d'amis qui peut vous aider et qui crée aussi ces relations. Vous savez, à la fin, ces relations humaines, elles sont fondamentales, elles sont très importantes. Elles nous permettent d'être vraiment des humains parce que nous ne sommes pas
que des individus, nous sommes aussi des êtres de groupe. Nous faisons partie de groupes et ces groupes, nous devons les constituer, des groupes qui se font confiance, qui s'entraident, qui se défendent les uns les autres. Et là, nous avons déjà énormément plus de chances quand nous sommes dans cette démarche de résister plus longtemps, de tenir, et si nous sommes suffisamment longtemps à tenir, de dire non. De dire non à cette prise de pouvoir absolue de l'État sur la population pour le bénéfice de ces oligarques. Vous savez, à l'époque soviétique, tout le monde était égal, l'État possédait tout, mais il y avait quand même des oligarques qui possédaient l'État. Et c'est les mêmes d'aujourd'hui, c'est les cousins de l'Amérique, d'Angleterre, mais c'est les mêmes qu'en Union soviétique à l'époque. C'est juste une autre manière. Eux, en Union soviétique, ça a été une prise de pouvoir par le communisme. Euh, en Occident, c'est une prise de pouvoir par la prise de contrôle de l'État qui a été créé par la prospérité du capitalisme. Mais à la fin, l'objectif, c'est la tyrannie et le contrôle total d'un petit groupe d'individus sur les biens de productivité et les masses. Et ça échoue toujours. Mais ça échoue dans un bain de sang. Et donc on doit être lucide. On doit être lucide. Donc préparez-vous et réfléchissez à tout ça parce que c'est pas un jeu. Préparez-vous.